Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Azur TV. Au sommaire de ce vendredi 19 mars, bien entendu, une très large part de cette édition consacrée au retour du confinement dans les Alpes-Maritimes. Il débute ce soir à minuit. Nous verrons ce qui change. Nous irons à Grasse, à Cannes, à Nice, recueillir vos impressions. Reportage auprès des commerçants. Nous ferons le point aussi sur la situation sanitaire dans le département pour tenter de comprendre ce qui a amené le gouvernement à inclure la Côte d'Azur dans son tour de vis. Et puis le reste de l'actualité avec notamment notre invitée de deuxième partie, Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Nous reviendrons avec elle sur la question de la crise sanitaire, bien sûr, et sur toute l'actualité politique. Voilà pour le sommaire de ce grand direct. Bonsoir Eric. Messieurs, Nicolas, bonsoir. Bonsoir Alexis Ricard, journaliste à la rédaction d'Azur TV, avec qui nous allons voir dans 10 secondes maintenant quelles sont les règles qui changent, celles qui ne changent pas, et quelles sont les zones d'ombre qui restent encore à éclaircir. Juste pour moi, le temps pour moi, pardon, de vous donner le taux d'incidence dans les Alpes-Maritimes. Il est identique à celui d'hier, 418, avec une tension hospitalière de 145 dans le département. Nous y reviendrons bien évidemment. Alexis, donc on a choisi d'ouvrir cette émission avec ces quelques précisions. Qu'est-ce qui attend les habitants des Alpes-Maritimes pour les 4 prochaines semaines? Que vont-ils pouvoir faire? Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas? Alors Jean Castex a été très clair, d'après lui, hier, sur les règles qui vont concerner donc 16 départements en France. Les Alpes-Maritimes, c'est le seul département du sud de la France à être concerné. L'objectif, c'est freiner effectivement l'épidémie. Pour le coup, beaucoup de choses qui changent, des choses qui ne changent pas également. Concernant ce qui change, peut-être pas dans un premier temps, c'est peut-être le plus simple et surtout le plus court. Pour les lieux de culte notamment, il n'y a pas de changement pour notamment tout ce qui est lié à la religion, ça vous êtes tranquille. Concernant l'activité sportive des mineurs également, puisque les activités extrascolaires seront maintenues, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Concernant maintenant un petit peu ce qui change, en réalité on n'a pas vraiment toutes les précisions pour vraiment établir une liste précise. Malheureusement, on a quelques éléments, ceci dit. Les commerces dits essentiels resteront ouverts. Alors après, la définition d'essentiel, elle est toujours très relative. On sait déjà que les livres et la musique sont considérés comme des biens essentiels. Donc a priori, les librairies et les disquaires pourront ouvrir. Il en est de même pour les coiffeurs. Ça, c'est une nouveauté. C'est la petite surprise du matin, de la matinée, annoncée par Gabriel Attal. Donc les coiffeurs restent ouverts. Tout à fait. Après, dans le gros changement, peut-être le plus important pour nous tous, c'est cette limite de temps qui est levée. On peut sortir sans regarder l'heure, on va dire. Ça, c'est quand même très agréable. Toujours dans un rayon limité. Cette fois-ci, ce sera 10 km. C'est quand même un peu plus permissif que le confinement du week-end qu'on avait eu ces derniers temps. Mais attention, il faudra quand même une attestation. Une attestation qui sera... Mais vous l'avez vu, l'attestation? Non, pas encore. Elle n'est pas sortie après. Donc, bon, voilà, il faudrait qu'elle sorte avant, évidemment. Avant ce soir minuit. Avant ce soir minuit, forcément. Dernière chose, Alexis, il reste encore pas mal de zones d'ombre, notamment pour certaines professions. Des arbitrages sont en train d'être rendus et on attend la décision gouvernementale. On attend surtout un décret qui doit lister donc les commerces essentiels notamment, mais aussi les modalités. Je pense là au protocole sanitaire parce qu'a priori ça va être renforcé, c'est ce qui a été dit. Tout à l'heure j'étais à Grasse, donc j'ai rencontré notamment un coiffeur qui lui ne savait tout simplement pas comment il allait ouvrir et dans quelles conditions, parce qu'il sait qu'il va pouvoir ouvrir depuis ce matin, il est très content, mais il ne sait absolument pas comment. Alors justement, ce coiffeur, on va l'entendre dans ce reportage que vous avez réalisé à Grasse. Merci Alexis d'être venu sur ce plateau pour toutes ces précisions. Grasse, où évidemment cette annonce de confinement est plutôt mal vécue. Certains restent quand même philosophes, mais vous allez entendre le maire et les commerçants qui sont quand même très en colère ce soir. À Grasse, comme dans de nombreuses communes des Alpes-Maritimes, le confinement décrété ce jeudi soir ne passe pas. Les commerçants vont devoir fermer pour 4 semaines. Certains ont l'impression de payer pour la métropole niçoise. Ils ne voient pas le bout du tunnel. On est encore les boucs émissaires, on est les dindons de la farce. Parce que les coiffeurs, les libraires, et tant mieux pour eux, restent ouverts. Les coiffeurs, ils ont quand même les gens sous leur
tête, ils sont très proches, côte-côte. Nous, on est assez loin. Et on est beaucoup de commerces, on est quand même assez loin. Il n'y a jamais eu de cluster dans nos commerces où on a du gel, on a les distanciations, on a des corners pour chaque client. Voilà. Donc c'est un peu à double vitesse. Les 4 prochaines semaines, déjà que c'était désert, nous, ici à Grasse, les gens ne savent même plus s'il faut qu'ils fassent une attestation, s'il ne faut pas qu'ils en fassent. Donc on aura encore moins de monde. Je pense que beaucoup de commerces vont mettre encore la clé sous la porte. Les commerces dits essentiels resteront ouverts, parmi eux les libraires ou encore les coiffeurs, mais ces derniers ne connaissent pas encore les protocoles sanitaires qu'ils devront observer dès demain. On ne peut rien envisager parce qu'on est toujours tellement surpris, alors on attend de savoir demain, est-ce qu'on peut ouvrir dès demain et comment. Toutes les mesures qu'on a prises, tous les efforts qu'on a fait, on se dit que ça n'a servi à rien. Tout le monde a investi beaucoup pour protéger ses boutiques et on est encore dans la même impasse. Un an après. Le maire aussi est en colère. Jérôme Viaud demande des vaccins plutôt que de nouvelles restrictions. Des nouvelles qui ont ni queue ni tête. Quand on confine sans confiner, quand on interdit en autorisant, quand on enferme en laissant sortir, je crois que plus personne n'y comprend rien. C'est une vraie cacophonie. Et je crois que c'est encore une erreur de plus. Ça commence à faire beaucoup. Tout ça sans aucune concertation, sans aucun dialogue préalable. Je trouve que voilà, c'est vraiment très amateur comme gestion de situation. Je pense que la seule et vraie solution, c'est la vaccination. Et je pense que ce qu'on attend, ce n'est pas des visites de M. Castex, ce qu'on attend, c'est des vaccins. Les Grassois, de leur côté, accueillent la nouvelle avec philosophie, prêts à faire un ultime effort. Mais je pense que de toute façon, on ne pouvait pas y échapper. Il faut bien se sortir de l'épidémie. Il n'y a que le vaccin qui peut nous aider. Eh bien, je pense que c'est nécessaire pour pouvoir protéger tout le monde. Le confinement démarre ce vendredi soir. Les sorties sont autorisées sans limite de temps, mais dans un rayon de 10 km. Le couvre-feu, lui, est décalé d'1 heure à 19 h. Sentiment donc mitigé entre exaspération et résignation. Bonsoir Charles Anginesi, merci d'avoir accepté notre invitation. Président évidemment du département des Alpes-Maritimes. C'est vrai que depuis hier, on n'y voit pas très clair, on ne comprend pas vraiment cette décision gouvernementale sur la Côte d'Azur. Quel est votre état d'esprit ce soir ? Je suis toujours dans la consternation. Je ne comprends pas cette annonce que nous avons appris avec une stupeur, avec une violence à laquelle on ne s'attendait pas, puisque le porte-parole du gouvernement nous avait annoncé que nous pourrions être à nouveau reconfinés dans les conditions de confinement que nous avions connues pour les week-ends passés. Et là, on a une mesure sur 4 semaines d'un confinement total, certes qui est moins violent que le premier confinement, mais qui est un confinement quand même. Alors que les taux d'incidence sont à la baisse depuis un mois. Nous avions eu un pic très important à 640. Nous en sommes aujourd'hui à 418. C'est-à-dire que nous sommes sur la pente de la descente vers le mieux. Et malgré tout, on se retrouve pris dans le même étau que celui qui concerne la région parisienne. La tension hospitalière, Charles Anginesi, reste très élevée. C'est peut-être ça le critère qui a fait pencher la balance vers un durcissement des mesures ? Je ne le pense pas parce que, effectivement, la tension reste. Mais nous savons que les réanimations d'aujourd'hui, les lits de réanimation d'aujourd'hui sont la conséquence de ce que nous avons vécu il y a 15 jours. Et que probablement, comme il y a une situation qui s'améliore, les lits de réanimation vont également se vider. Et je pense que nous sommes aujourd'hui, avec les mesures qui ont été prises, avec l'accélération de la vaccination, qui certes n'est pas suffisante, et on doit encore accélérer. D'ailleurs, c'est ce que je regrette un petit peu dans les annonces, parce qu'on nous dit on va vous confiner. Nous aurions aimé avoir beaucoup plus de vaccins et on nous les annonce, mais on ne nous dit pas quand et combien. Au contraire, on est sur la valse des hésitations qui continue. Il y a 4 jours de cela, on nous dit l'AstraZeneca, il faut surtout arrêter parce qu'il y a un danger. Il y a des embolies.
Donc on suspend l'AstraZeneca. Hier, le Premier ministre nous dit non, l'AstraZeneca est utilisable, je vais moi-même l'appliquer. Comme on nous a dit au début du mois de janvier, il faut confiner à 18h parce que c'est une mesure nécessaire. On est passé d'un couvre-feu de 20h à 18h qui n'a pas servi à grand-chose, puisque cela n'a pas amélioré. Et aujourd'hui, on nous confine, position dure, et on nous amène jusqu'à 19h. On nous donne la possibilité de faire 10 km sans limitation de temps, alors que jusqu'à présent, on nous expliquait qu'il était impossible de faire plus de 2 km et qu'on était limité dans le temps. Rapidement, Charles Ginesi, pour vous libérer, parce que vous êtes pris et vous avez des impératifs, une dernière chose, est-ce que vous avez l'impression qu'on a voulu égaliser les choses avec Paris? Est-ce que vous comprenez que ça soit tout le département et pas finalement uniquement la métropole où la situation est la plus tendue, la métropole niçoise? Sans opposer la métropole avec les autres parties du territoire, ce que j'aurais souhaité, ce que j'aurais voulu, c'est que les élus locaux soient écoutés. Nous avons été entendus à un moment, mais jamais écoutés, jamais suivis des faits. On a pris les décisions par voie de télévision et elles n'étaient pas conformes à l'expression de ce que les grands élus locaux des Alpes-Maritimes avaient pu exprimer. Aujourd'hui, on a appris devant la télévision que nous étions sur un confinement de 4 semaines, sans avoir été consultés. Je plaide pour la proximité. Je plaide pour ce qui a fait que nous avons aujourd'hui des résultats sur le plan de la vaccination grâce à la mobilisation de tous. Parce que les présidents d'agglomération, parce que les services communaux, parce qu'avec les services du département, nous nous sommes mobilisés sur des plateformes vaccinales pour monter la vaccination. C'est ce qu'avec le conseil départemental, nous ne cessons de faire et nous avons des moyens pour aller plus loin. Donc j'aurais aimé qu'on soit vraiment associés et que les décisions soient prises avec la concertation des élus locaux. Ce n'est pas le cas. Merci beaucoup Charles Ginesi, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, pour cette réaction ce soir donc à ce confinement qui va démarrer à 19h puisque le couvre-feu est repoussé. Merci à vous et bonne soirée. Confinement donc, voilà, qui est imminent dans les Alpes-Maritimes. L'occasion de faire le point précisément en chiffres dans les services hospitaliers à Nice ou encore à Cannes avec ce reportage de Claudia Olivier. 145%, c'est le chiffre de l'attention hospitalière dans les Alpes-Maritimes, c'est-à-dire que les lits dédiés exclusivement aux patients Covid ne suffisent plus. Il faut donc trouver des places dans des services de réanimation qui gèrent d'autres pathologies. Plus inquiétant, depuis le début de l'année, une trentaine de patients ont dû être transférés vers d'autres régions, notamment depuis le CHU de Nice. Heureusement qu'on a eu ça parce qu'on a traversé quand même 3 semaines quand même vraiment très très difficiles. Alors on ne peut pas transférer n'importe qui, c'est une évidence. Il faut prendre des précautions, il faut que ce soit des patients qui sont stables. Et donc franchement, je préfère faire des transferts plutôt que de laisser des malades mourir sur le trottoir. À l'hôpital de Cannes, on frôle la saturation. 11 lits sur 12 sont occupés dans le service de pneumologie. Là, actuellement, donc, c'est toujours extrêmement compliqué. Chaque jour, en fait, on doit faire un certain nombre de sorties pour accueillir les patients qui viennent soit des urgences, soit de la réanimation, soit des patients qui sont adressés via les médecins de ville, qui doivent passer par les urgences pour faire un test avec suspicion de Covid. Et dès qu'ils sont confirmés, ils nous les envoient ici en pneumologie ou en service d'infectiologie. Autre observation, les patients sont plus jeunes, le virus est plus virulent. La présence du variant britannique inquiète les médecins. D'après donc, tous les tests donc, qui ont été positifs et d'après les criblages qui ont été faits, on a essentiellement maintenant des variants anglais, donc quasiment 3/4 des cas. Ça a été confirmé dans les études que ce sont des cas qui sont, des patients qui sont plus sévères et plus jeunes. Certes, le taux d'incidence baisse, mais la tension hospitalière s'accroît. Un croisement des courbes logiques pour le professeur Carole Hichet. Le taux d'incidence, c'est la détection donc, de la contagion, de la maladie. Et ensuite, il y a une période d'incubation et une période de développement des symptômes, donc qui est à peu près qui peut aller jusqu'à 8-10 jours au départ, comme on le dit. Et puis l'aggravation secondaire, donc ce qui nous concerne pour les lits de réanimation, c'est un petit peu plus, c'est une quinzaine de jours. Encore trop tôt pour parler des effets du confinement des 3 derniers week-ends. Pour la chef de pôle du service réanimation, la mise en place d'un confinement 7 jours sur 7 arrive tardivement.
Et avant de commenter, nous accueillons sur ce plateau Jean-Pierre Galvez, le président de la Chambre de métier de l'artisanat Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous l'aurez compris, on va évoquer les conséquences économiques avec lui de cette annonce. Juste un commentaire, Eric, sur ce qu'on vient de voir. Donc, probablement que la tension hospitalière, c'est l'argument retenu par le gouvernement, mais on a entendu ce que disait Claudia. Pour le professeur Carolichet, par exemple, il aurait fallu confiner plus tôt en filigrane. On comprend que c'était les confinements du week-end qui n'étaient pas vraiment utiles, qu'on aurait peut-être mieux fait de confiner 15 jours stricts il y a un mois pour éviter cette série de mesures qui s'empilent. D'autant que le taux d'hospitalisation, c'est l'aval du taux d'incidence qui est en amont. Or, comme le taux d'incidence il est en train de baisser, on pense que d'ici 15 jours, le taux d'hospitalisation, ce qu'expliquait Hervé Caël hier dans le Grand Direct, va baisser lui aussi. Donc en fait, le taux d'incidence qui était très élevé, qui dépassait les 600, a entraîné la saturation des hôpitaux qu'on constate aujourd'hui. Mais avec le taux d'incidence aujourd'hui qui est de 418, je vous donne mon billet, toutes choses étant égales par ailleurs, que d'ici 15 jours, le taux d'hospitalisation va baisser. C'est mécanique. Donc vous avez raison, peut-être qu'on a pris ces mesures trop tard et qu'on en paie la conséquence aujourd'hui. Mais le taux d'incidence dans les Alpes-Maritimes, il est au-dessous de 418, enfin il est à 418, et je pose une question très simple. Si dans la semaine ou dans les 15 jours qui viennent, ce taux d'incidence est en dessous de 400, est-ce qu'on déconfinera les Alpes-Maritimes? C'est une question qu'il faudrait poser. C'est la demande faite par Christian Estrosi, qui devait rencontrer Jean Castex aujourd'hui, et qui dit, le maire de Nice, si nous passons collectivement dans les Alpes-Maritimes sous les 400, il faut faire sauter le confinement. On a du mal à imaginer que Jean Castex... Et Jean Castex, qui n'est donc pas venu à Nice, aujourd'hui, comme c'était prévu, alors deux choses l'une, ou bien après les annonces qu'il a faites sur les Alpes-Maritimes, mais le Premier ministre est un homme forcément courageux, il a refusé l'obstacle, ou bien alors sa communication est gérée en dépit du bon sens. Parce que si vous annoncez la veille le confinement dans un département dans lequel vous allez le lendemain, et que vous n'avez pas vu que tout ça allait, en termes d'événements, un peu s'entrechoquer, il y a quand même un petit souci. Jean-Pierre Galvez, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, parce qu'il y a tout un tas de corporations pour qui cette annonce est vécue comme un véritable drame, et pour cause. On l'a entendu déjà dans le reportage d'Alexis Ricard à Grasse. Aujourd'hui, on a une certitude, les coiffeurs sont considérés comme des commerces essentiels, les disquaires, les libraires, les boulangers, évidemment, les commerces alimentaires. Néanmoins, il reste encore plein d'arbitrages à rendre, les fleuristes, les auto-écoles, et ça, j'imagine qu'en tant que président de la Chambre des métiers de l'artisanat, ça vous préoccupe. Bien sûr, ça me préoccupe. Je dois tout d'abord vous dire toute ma stupeur, mon indignation à l'annonce de ces mesures restrictives pour notre département, enfin pour les départements. Ce sont des annonces brutales, puisque du jour au lendemain, eh bien, on nous donne 24 heures pour stopper. Vous dire que c'est compliqué pour les chefs d'entreprise, extrêmement compliqué, notamment ceux qui avaient fait des prévisions, des stocks et autres. Je me mets à leur place et je me demande comment vont-ils faire, ces chefs d'entreprise. La notion essentielle, dit essentielle, non essentielle, je pensais qu'elle ne réapparaîtrait plus, elle réapparaît. Aujourd'hui, les coiffeurs sont dits essentiels avec les libraires et les disquaires. Je m'en réjouis, parce qu'on ne peut se réjouir que de voir des entreprises ouvertes. Est-ce que vous comprenez qu'à moins de 10 heures, de 12 heures de l'entrée en vigueur de ce confinement, on ait encore des doutes sur qui pourra ouvrir? Non, je ne le comprends pas. Je ne peux pas le comprendre. Un chef d'entreprise a besoin de visibilité. On l'a dit, on l'a redit, on l'a répété. On ne peut pas être chef d'entreprise sans pouvoir piloter son entreprise, sans savoir où on va demain. Alors, forcément, vous les avez évoqués, les fleuristes, l'esthétique, tous ces secteurs-là. Est-ce qu'ils vont ouvrir? Est-ce qu'ils vont rester fermés? Parce qu'à partir du moment où vous avez une annonce où on indique que tout est fermé, et puis que le lendemain, vous avez une autre annonce, quelques heures après, on va dire, quelques heures après, vous avez une annonce qui dit que le secteur de la coiffure sera ouvert. On peut s'interroger sur les autres secteurs. Et c'est ce que font les chefs d'entreprise lorsqu'ils nous appellent au sein de notre compagnie consulaire. Aujourd'hui, nous n'avons eu que des appels téléphoniques de chefs d'entreprise extrêmement stressés, angoissés, à la limite de l'insulte, parce qu'ils n'en pouvaient plus. On les sentait bien au téléphone, qu'ils voulaient avoir des réponses et que malheureusement, nous n'avions pas ces réponses
C'est pour cette raison que je suis un peu en colère ce soir, sincèrement, de voir cette situation des chefs d'entreprise qui sont dans l'attente sans pouvoir espérer une réponse à cette heure-ci. Justement, tiens, puisque vous en parlez, nous sommes également avec Nicole Bravy, qui est vice-présidente de la Chambre syndicale des fleuristes dans les Alpes-Maritimes. Merci madame d'avoir accepté notre invitation. Jean-Pierre Galvez, qui est avec nous en plateau, parlait de l'incertitude des chefs d'entreprise. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir à 18h50, puisque vous ne savez pas si demain vous allez pouvoir ouvrir? Non, c'est toujours pas si demain on va pouvoir ouvrir. On pense qu'on pourra, on l'espère du moins, rester en click and collect. C'est quelque chose qui nous a été accordé lors du deuxième confinement et pour les confinements aussi du week-end, nous avions le droit d'organiser le click and collect. Pour l'instant, on espère, mais c'est pas encore sûr, et les pourparlers se réalisent encore à Bercy, que l'on pourra au moins envisager cette solution. Pour ce qui est de l'ouverture totale des commerces, on n'en sait rien pour l'instant. C'est vrai que je suis d'accord avec M. Galvez, cette différence entre commerce essentiel et non essentiel ne tient plus. Je ne vois pas pourquoi certains commerces, alors les commerces de bouche, les commerces d'alimentation, bien évidemment, ils sont essentiels. Après, faire cette différence et nous opposer à des libraires, des disquaires, et je suis très contente que les coiffeurs aient réussi à obtenir leur ouverture. Je pense que cette différence ne tient pas. La fleur est quand même quelque chose d'assez essentiel, c'est quelque chose qui véhicule de l'émotion, qui est un cadeau qu'on peut faire, un des seuls cadeaux que l'on peut faire en ce moment à nos proches, et je ne pense pas qu'on peut aussi opposer les magasins de fleurs aux jardineries qui, eux, restent ouvertes, aux supermarchés qui ont le droit de vendre de la fleur, et nous faire de ce fait une concurrence totalement déloyale. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric, de ce débat-là sur l'approche du commerce essentiel ou non essentiel? Est-ce que pour vous partagez un petit peu la vision des deux commerçants qui sont ici et qui sont un peu jugés partis aussi dans le débat? Oui, je ne vais pas être démagogique, mais je partage cette vision. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dès l'instant où vous permettez à tout à chacun d'aller et de venir toute la journée et d'être dehors, dès l'instant où vous permettez à des coiffeurs auxquels on n'en veut pas évidemment d'ouvrir, de pouvoir travailler, on passe plus de temps, pardonnez-moi, chez un coiffeur qu'on ne passe de temps à choisir un bouquet de fleurs, par exemple. Donc ça veut dire que les coiffeurs, et on connaît le protocole qui est en place chez les coiffeurs qui est très strict, qui est vous avez un masque, respecté. Vous mettez votre doigt là pour qu'on vous coupe la patte à droite, puis à gauche, etc. Tout est désinfecté en permanence. Dès l'instant où vous passez beaucoup de temps chez un commerçant et que lui restera ouvert, on ne voit pas pourquoi que les commerces soient essentiels ou non essentiels. Moi, j'arrive pas à me projeter dans cette catégorie. C'est très subjectif, en fait, l'essentialité d'un commerce ou d'une démarche. Mais dès l'instant où vous permettez aux coiffeurs d'ouvrir, pourquoi est-ce que vous ne permettriez pas aux fleuristes de le faire? Alors, Nicole Bravy, justement, quels sont les protocoles que vous appliquez, vous, dans votre magasin, par exemple? Alors les protocoles, ils sont définis, on a pris quand même l'habitude depuis 1 an. C'est déjà... nous, quand on rentre, il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée. On minimise la surface occupée par les clients. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai pas un petit magasin, mais il n'y a pas plus de 3 personnes qui rentrent. De toute manière, dans un magasin de fleurs lambda, sur une journée ouvrée de 10 heures, vous avez à peu près 15 clients qui vont rentrer. Donc, si vous vous retrouvez hors période de fête avec plus de 2 clients dans le magasin, c'est que c'est déjà une très bonne journée. En plus, il y a bien sûr tous les gestes barrières, les masques, si la personne n'a pas de masque, on lui donne. Si il y a du gel hydroalcoolique, elle ne touche rien. Parce que nous, dans les fleurs, vous avez quelqu'un qui fait le bouquet pour vous. Il n'y a aucune possibilité que le client touche les fleurs. Donc, il y a le respect des gestes barrières par exemple, quand il paye par carte bleue, on désinfecte la carte bleue. Il n'y a pas vraiment d'interaction physique dans un magasin de fleurs. Les gestes barrières sont assez simples quand même pour nous. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce qu'apparemment, selon Nice Matin, c'est un décret qui ne nous a pas été confirmé à nous, et on a tenté d'avoir l'information, mais vous pourriez rester ouvert. Alors, vous confirmez que vous n'avez pas, vous non plus, cette information? Non, j'ai pas. Alors, le mail est déjà prêt. Il y a 2 mails qui sont prêts à la fédération.
Dès qu'il y a Bercy qui nous donne l'autorisation, il y a un mail, et c'est pour ça que j'ai laissé mon compte Gmail ouvert, on aura un mail instantané qui nous dit vous avez le droit d'ouvrir. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Donc vous ne nous confirmez pas pour l'instant cette information. Non. Après, ça peut laisser présager quand même une bonne nouvelle en vue. Alors, une dernière question avant de vous libérer. Comment vous allez vous organiser en fonction de la réponse? Parce que du coup, il va falloir rester vigilante à un bon moment pour préparer le magasin demain ou le fermer. Voilà. Alors, on aurait bien aimé le savoir ce soir quand même, parce que ça nous aurait permis d'anticiper pour demain. Pour l'instant, si jamais on doit fermer, en 12 heures, on avait des stocks. Donc là, ça va être très compliqué parce que les marchés ont été réalisés quand même ce matin. Donc les boutiques sont pleines. J'espère que à minima, nous aurons le click and collect. Mais Monsieur Galvez, je voulais lui dire merci en direct parce qu'il s'est battu pour nous pour la fête des grands-mères avec la Fédé. Je sais qu'ils étaient en lien. C'est vraiment grâce à lui et à la fédération qu'on a réussi quand même pour la fête des grands-mères à organiser le click and collect, et je voulais quand même le remercier en direct. Et ben voilà, le message est passé, il est là. Merci Nicole. Il va vous répondre bien sûr. Merci à vous, et on croise les doigts pour être honnête, parce que voilà, ce sont des petits commerces sur lesquels on travaille beaucoup et on gagne pas forcément des millions, donc voilà. C'est un combat, la fête des grands-mères, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, et bien sûr on s'est mobilisé pour que les entreprises des fleurs restent ouvertes, pour permettre à chaque grand-mère d'avoir son bouquet. Voilà, c'est important. Donc là, on parlait de cohérence, justement, la cohérence. Voilà, il faut la chercher, la cohérence. Moi, je la cherche, la cohérence. On remercie Nicole Bravy, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct. Jean-Pierre, depuis le début de la crise, quels sont les dégâts dans le secteur des métiers de l'artisanat? Est-ce qu'on peut déjà les quantifier? Alors, on n'a pas une vague, comme on pourrait imaginer, de problématiques liées à des faillites, à des Les aides arrivent? Bien sûr, les aides arrivent, et puis nous nous occupons, nous sommes aux avant-postes de ces aides avec l'État, avec le Conseil régional, avec tous les institutionnels, métropoles et autres qui aident pour piloter le chef d'entreprise à travers le dédale, puisqu'il faut qu'il puisse utiliser. Pour l'instant, nous n'avons pas véritablement une vague de problèmes au niveau des entreprises, mais parce qu'il y a justement ces aides. Et je tiens à remercier tous les acteurs, l'État bien évidemment qui a mis en place un certain, et il ne faut pas le nier, des aides, mais tous les acteurs institutionnels de notre département, de notre région, qui sont venus. Mais beaucoup ont consommé déjà le PGE par exemple, et ça c'est des dettes, Eric, qu'il va falloir rembourser alors, plus tard. Moi la question que je voulais vous poser, Jean-Pierre Galvez, elle est très simple. On parle d'aide, et sans doute que la France est l'un des pays qui aide le plus ces entreprises. Ça fait partie des amortisseurs sociaux qui concernent les salariés, mais qui concernent aussi les entreprises, et tant mieux. Mais la question, alors on n'en est pas là, mais lorsque la crise sera derrière nous, j'imagine que vous alertez les pouvoirs publics pour leur dire attention, ne coupez pas du jour au lendemain ces aides, parce que là, vous pourriez provoquer des faillites en cascade. Surtout. Là, on a besoin de piloter ces entreprises, on a besoin de les accompagner. On voit bien que le chef d'entreprise aujourd'hui, ce qu'il a besoin, c'est d'être dans l'accompagnement pour lui permettre de passer ce cap. Vous l'avez dit, quand arrivera la fin de cette crise sanitaire, il va falloir les aider à passer ce cap, c'est-à-dire identifier tous les chefs d'entreprise qui ont le plus besoin d'aide, de façon à ce qu'on puisse concentrer toutes celles-ci sur ces entreprises, et puis faire en sorte que les autres, à travers des initiatives économiques de promotion, de mise en avant des produits, etc., on leur permette de passer le cap et de créer une activité au sein de leur entreprise. Parce que ce qui va, pour ma part, ce que j'entrevois, c'est qu'à la fin de cette guerre, comme l'a dit notre président, il y aura peut-être un regain de consommation. Il y aura une envie de consommer de la part des consommateurs. Et donc c'est là où il ne faudra pas rater le coche de la relance, de ce que l'on appelle le plan de relance. Effectivement, ne serait-ce que dans les restaurants et les bars, à mon avis, on va assister effectivement à un afflux massif. Mais ce qui est important pour moi, et ce qui est important pour nous en tant que chambre consulaire, chambre de métier de l'artisanat, c'est d'accompagner ces chefs d'entreprise. On voit bien toutes les difficultés qu'ils ont eues, ne serait-ce qu'on voit bien au niveau du numérique par exemple, toutes les difficultés qu'ils ont eues à se connecter sur certaines plateformes pour bénéficier
bénéficier d'un certain nombre de choses. Et tout l'accompagnement que nous faisons aussi aujourd'hui, nous investissons nos équipes sur ce type d'activité, c'est-à-dire l'accompagnement. Et mettre en place le click and collect, un site internet. Bien sûr, la connaissance du chef d'entreprise du numérique, parce que c'est ça qui permet au chef d'entreprise de passer de l'autre côté et de donner une visibilité plus forte à son entreprise et derrière d'organiser, d'imaginer de nouveaux modèles économiques. Tout cela est extrêmement important. Il y a un avant et un après-crise. Il y avait un avant et il y aura un après-crise. Et l'après-crise sera certainement des entreprises qui se seront organisées d'une façon idéale pour justement éviter ce type de crise prochainement. Je donne un exemple. Je prends l'exemple des boulangers, par exemple, qui aujourd'hui font beaucoup de snacking, qui font du click and collect, etc., qui ont mis en place un certain nombre de dispositifs qui leur permettent de tirer leur épingle du jeu. Eh bien voilà, il faudra suivre des exemples de cet ordre-là. J'ai pris cet exemple-là, mais on pourrait parler des bouchers également. Voilà, je suis désolé, je parle... Non, mais vous avez bien fait, il y a beaucoup d'informations et il y a beaucoup de combats que vous menez aussi. Et effectivement, depuis un an, vous ne chômez pas. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre Galvez, en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Et on a compris votre message aussi, vous demandez de la clarté dans le message, que les choses soient fixées au plus vite, ce qui n'est pour le moment pas le cas. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Autre secteur perturbé, c'est celui de l'hôtellerie, de la restauration depuis plusieurs semaines, mais ce nouveau confinement a mis un coup de massue aux professions du tourisme, notamment à Cannes. Claudia Olivier. Depuis ce matin, Pascal, gérant de cet hôtel à Cannes, doit informer ses clients. Le confinement 7 jours sur 7 qui démarre à partir de ce soir, minuit. Oui, bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Donc ce petit coup de fil pour vous mettre en garde, comme vous l'avez peut-être vu dans les informations, que nous sommes en confinement général dans les Alpes-Maritimes. Et donc je voulais vous mettre en garde par rapport à votre séjour. À vous de nous dire si vous souhaitez maintenir ou pas votre réservation. Avec une perte de 60% de son chiffre d'affaires depuis le début de la crise, c'est un nouveau coup dur pour Pascal. Parce qu'on espérait malgré tout un maintien du dispositif qu'on connaissait déjà, à savoir un confinement le week-end et au moins un peu d'activité la semaine. Là, un confinement 7 jours sur 7, c'est de nouveau un coup de massue, parce qu'on avait quand même quelques clients qui venaient en semaine, surtout des professionnels, et là, nous sommes en train d'échanger avec eux pour savoir s'ils maintiennent leur réservation ou pas, compte tenu de ce nouveau contexte. Pour ce restaurateur, le mal est fait depuis longtemps. Des mois qu'il navigue à vue, la profession espérait une réouverture pour les vacances de Pâques. Désormais, Christian table plus sur cet été. On sait très bien que Cannes, c'est quand même une ville qui est quand même très particulière. C'est-à-dire que c'est une petite ville, une très petite ville, mais avec énormément de restaurants qui viennent énormément sur l'activité touristique et sur les congrès d'affaires. Comment vont être les flux touristiques cette année, je ne sais pas. Je sais juste que ça va être très très difficile pour le personnel. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a promis des aides financières pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration jusqu'à fin avril. Tous espèrent qu'ils seront encore accompagnés après la reprise de l'activité. Dans quelques instants, la parole aux lycéens qui vont eux aussi s'exprimer sur leurs inquiétudes, notamment pour le bac à lauréat, puisque le mode de la formule qui leur est proposée va changer. Mais d'abord, le coup de griffe, puisque depuis 2 jours, ce sont des coups de griffe d'Éric Revel, plus que des éditos. Enfin, oui, puisqu'on va parler des lycéens et des enseignés, j'aurais rappelé ce que c'est qu'un oxymore. Un oxymore, c'est un silence assourdissant. Vous voyez un soleil noir. Ou un soleil noir. Bon, et bien il y a un nouvel oxymore qu'il faudra maintenant rendre célèbre, c'est le confinement extérieur. Voilà, on est plongé dans un confinement extérieur. Nous sommes donc 16 départements, dont les Alpes-Maritimes, à être confinés totalement, mais libres totalement de nos mouvements. Voilà pourquoi on est confinés, mais à l'extérieur. Et j'ai dit ça sans aucune, évidemment, ironie. Alors, l'extérieur sans restriction d'horaire est donc bon pour lutter contre la Covid-19, nous a dit Jean Castex hier. Sinon, on ne nous confinerait pas à l'extérieur. Mais alors, si l'extérieur, suivez-moi Nicolas, est bon contre l'épidémie, pourquoi avoir, par exemple, interdit les plages sur le littoral en mars dernier ? Puisque l'extérieur, c'est bon, puisqu'on est confiné à l'extérieur à partir de ce soir. Bien. Si le confinement extérieur est bon, pourquoi avoir fermé les télésièges dans nos stations
de ski, puisque les télésièges, comme tout le monde le sait, sont à l'extérieur. Ils ne sont pas dans un gymnase, les télésièges. Alors, vous me direz, bon, très bien, mais le gouvernement, il a appris, il ne connaissait pas cette épidémie, il a peut-être commis des erreurs. Pour mars, oui. Pour la saison qui vient de s'écouler d'hiver... J'essaie d'être bon garçon. Donc, le gouvernement a appris. Bon, alors, d'accord, j'admets l'argument. Mais alors, pourquoi la semaine dernière, si le gouvernement a appris ces derniers mois, pourquoi est-ce que la semaine dernière, refuser 3 heures de sortie dans un week-end confiné, alors que depuis hier, nous sommes confinés sans restriction d'horaire? La semaine dernière, il était impossible de passer d'1 heure à 3 heures pour être dehors, et aujourd'hui, on nous explique qu'on est confiné, mais on pourra bagnoder toute la journée dehors avec une autorisation. Donc, vous voyez bien que la confusion, au-delà de la question que soulevait il y a quelques minutes Jean-Pierre Galvez, des restaurants, des artisans, de ceux qui vont pouvoir ouvrir et fermer, la confusion, en fait, je pense, elle est totale dans la tête des Français. Et derrière tout ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Mais vous vous souvenez que le 29 janvier dernier, le président de la République nous avait expliqué qu'il ne reconfinerait pas. Et pourtant, les taux d'incidence ont continué à monter ici et là, en tout cas dans une vingtaine de départements, et 16 sont donc confinés à l'extérieur. Il faut bien qu'il essaie de mettre en place une formule sans renier ce qu'il avait dit le 29 janvier, tout en essayant de casser l'épidémie. Et là, on est rattrapé par la politique politicienne. Alors, un coup de griffe ce soir, Nicolas, et un décryptage. Vous voyez, mais voilà, exactement. En même temps, j'ai essayé de faire amende honorable et d'être un bon décrypteur. On l'a quand même senti l'ironie sur le confinement extérieur, même si vous vous en défendez, mais c'est vrai que c'est un concept qui s'applique finalement, parce qu'au plus haut sommet de l'État, on ne veut pas parler de confinement. Il est pourtant vécu comme tel, notamment par les lycéens qui en ont marre. Depuis 1 an, la vie sociale est perturbée, et là, ils vont devoir passer au cours en demi-jauge. Alors pour être tout à fait honnête, énormément d'établissements dans les Alpes-Maritimes avaient déjà adopté les cours en demi-classe, mais vous allez le voir, les profs comme les élèves ont beaucoup d'inquiétudes sur la préparation du baccalauréat notamment. Marie Giusto. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures inédites ce jeudi soir. Si les écoles restent ouvertes sans aménagement d'horaire, les lycées vont devoir basculer en demi-jauge. Au lycée Masséna de Nice, c'était déjà le cas, mais les élèves s'agacent. La mesure ne va pas changer grand-chose, parce que nous, on était restés sur un système de demi-jauge, un jour sur 2, comme d'hab. Alors que d'autres lycées qui ont voulu bien faire sont déjà repassés en temps plein. Et au final, du coup, à cause de la mesure qui est passée hier soir par Jean Castex, ils vont devoir repasser en demi-jauge. Donc, je pense que c'était une décision un peu précipitée peut-être. Je pense que c'est ni bon ni mauvais. Je pense juste qu'on prend un peu de retard sur le programme, étant donné que les cours se font 2 fois, vu qu'on a un cours un jour sur 2. Et donc ça risque d'être un peu compliqué pour le bac, mais ça va. Une organisation qui exaspère. Les premières et terminales ont des épreuves du baccalauréat en fin d'année. Pour eux, cette demi-jauge est contraignante et a des répercussions sur leur travail. Le bac qui arrive, là on a un bac blanc dans 15 jours, on est presque à la rue en fait. On est obligé de rattraper des cours, tout ça c'est hyper chargé. Donc nous ça ne nous arrange pas trop pour le bac. Et le fait que les épreuves ont été annulées, ça ne nous a pas arrangé non plus, vu que tout se joue sur le contrôle continu et que nous, notre lycée, c'est plutôt strict. Du coup, on tourne à des moyennes, plutôt moyennes, on va dire, et on ne peut pas se rattraper sur les épreuves. Ces demi-jauges sont source d'inégalités pour le syndicat enseignant SNES-FSU. Les départements confinés auront certainement plus de mal à finir les programmes que les autres. Inégalité sur le territoire, et puis surtout l'impression que l'éducation n'est plus nationale, qu'il n'y a aucune décision nationale de prise. C'est renvoyé non seulement au territoire, mais également aux établissements eux-mêmes. Donc, où est l'éducation nationale? Et puis le sentiment que l'éducation, finalement, n'est pas une priorité pour ce gouvernement. Il n'y a pas eu un mot pour l'éducation hier, un mot pour le bac. Maintenant, le bac, c'est demain. On est en mars, les épreuves de bac commencent en mai. Il reste un gros mois pour mettre en place des choses qui ne pourront pas l'être. Pour autant, les cours d'EPS reprendront normalement. Les activités physiques pourront se dérouler à l'intérieur, comme dans les gymnases par exemple. Exaspération des profs, des élèves. Cette question, Eric, puisque les écoles restent ouvertes et que même si c'est en demi-jauge, est-ce qu'on ne mettrait pas prioritaire alors pourquoi pas les lycéens, mais surtout les professeurs?
à la vaccination. Oui, alors je vais vous dire, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la médecine, mais alors il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout dans la mise en place du système par le gouvernement. On comprend bien que des gens qui sont en première ou en terminale et qui donc sont au lycée ont besoin d'être assidus dans les lycées, et c'est eux qu'on met en demi-classe, alors que c'est eux qui passent un examen. Alors, vous me direz, au collège, il y a aussi ceux qui passent le brevet des collèges. Ouais, enfin. Non, mais je suis d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Et les collèges, eux, ils restent en classe pleine. Alors, deux choses une. Ou bien, quand on a 13 ans, on est beaucoup plus contaminant que quand on a 16 ou 17. Mais sinon, je ne comprends pas pourquoi les lycéens sont en demi-jauge, alors qu'eux, ils ont un examen important pour leur avenir à passer dans les mois qui viennent, alors que les collégiens, à part le brevet des collèges, hein, mais pour ceux qui sont en 3e, pas pour ceux qui sont en 6e, 5e, eux, ils restent en classe entière. Pour moi, c'est une grosse interrogation. Autre interrogation, pourquoi confiner tout le département des Alpes-Maritimes quand on nous a expliqué que le confinement du week-end avait été établi aussi pour épargner les vallées sinistrées, par exemple, de la tempête Alex? Eh bien là, dans la Vésubie, dans la Tinée et dans la Roya, on est confiné, même tarif, plus d'histoire de reconstruction du pays. Voilà pourquoi eh bien, nous avons choisi de donner la parole à Sébastien Olaran ce soir, le maire de Breil, qui depuis hier est très en colère. Bonsoir Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. C'est un coup de massue pour vous, pour les raisons que je viens d'expliquer. Ce soir, j'imagine que vous êtes en colère également ? Oui, je suis comme beaucoup sidéré par cette décision que nous n'avions pas vu venir, pour la simple et bonne raison qu'on nous disait qu'après 3 semaines de confinement d'une grande partie du département, les indicateurs s'amélioraient et que donc il ne devait pas y avoir de nouvelles mesures restrictives. Et donc ça a été une très grande surprise pour nous, élus des vallées, et pour la population. Et puis c'est une mauvaise nouvelle, évidemment, parce qu'on confine le département des Alpes-Maritimes de manière globale, sans tenir compte de la disparité du territoire. Et c'est certain qu'il n'y a pas la même densité de population sur le littoral et sur l'arrière-pays, et donc pas le même risque de contamination. Et ça aurait mérité, comme la fois précédente, un traitement différencié. Le préfet des Alpes-Maritimes l'avait bien compris et il a pris une mesure raisonnable en faisant la distinction entre le littoral et l'arrière-pays. Le gouvernement ne l'a pas fait et évidemment je le regrette. Est-ce que vous allez lui demander justement au préfet des mesures particulières, parce qu'on ne va pas rappeler que vous êtes en pleine période de reconstruction, que c'est long, qu'il y a de la neige, parfois encore des intempéries. Donc est-ce que vous demandez finalement à pouvoir sortir en semaine au moins pour poursuivre les activités nécessaires à cette reconstruction? Oui, c'est évident. Je demande au préfet des Alpes-Maritimes, mais je ne sais pas dans quelle mesure le gouvernement lui laisse de la latitude pour adapter des consignes qui ont été prises au niveau national. Mais je demande effectivement que les vallées, et en particulier les vallées sinistrées, puissent faire l'objet d'une tolérance pour permettre aux entreprises de continuer de travailler à la reconstruction, pour permettre aux bénévoles de continuer de venir nous aider. Nous avons toujours besoin de bénévoles, et après l'annonce du confinement des Alpes-Maritimes, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels de bénévoles qui s'inquiètent et qui se demandent s'ils vont pouvoir venir pour aider les sinistrés à se reconstruire. Et puis c'est nécessaire aussi qu'il y ait cette tolérance par rapport à la population. Il faut savoir qu'on est toujours dans une situation précaire, qu'il y a des habitants, notamment dans le haut de la vallée, qui n'ont plus dans leur commune tous les commerces dont ils ont besoin. Et pour pouvoir y aller, ils doivent aller au-delà d'un rayon de 10 km au départ de leur domicile. Je pense par exemple aux habitants de Tente qui, pour beaucoup d'achats, doivent descendre jusqu'à la Breil-sur-Roya, voire plus loin. Donc c'est des choses qui doivent être prises en compte dans la manière dont ces consignes, prises au niveau national et sans tenir compte des réalités du terrain, de la manière dont ces consignes seront appliquées localement. Donc vous nous confirmez bien qu'à l'heure qu'il est, vous êtes au régime général, si j'ose dire, et qu'on ne vous a pas fait part de quelconque tolérance pour les semaines qui arrivent? Non, à ce jour, je n'ai pas de connaissance de tolérance particulière. Personne ne m'a dit que les règles allaient être adaptées pour les vallées sinistrées. Et j'espère qu'on aura des réponses, parce que moi, je reçois énormément de questions, et c'est vrai qu'il y a déjà suffisamment de questions qui se posent sur l'avenir de nos vallées sans que nous autres élus soyons en permanence obligés de répondre à des sollicitations auxquelles en plus on n'a pas de réponse claire à donner, parce que
d'un confinement sur l'autre, les règles sont quand même différentes. Et à chaque fois, on me demande, cette fois-ci, est-ce que le coiffeur va pouvoir ouvrir ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir se déplacer pour une activité physique au-delà du kilomètre, au-delà des 2 kilomètres, au-delà d'une heure? C'est vrai que ces règles changent à chaque fois. Il y avait aussi des rencontres, des rendez-vous importants qui étaient prévus sur la commune. Et on se demande dans quelle mesure on va pouvoir les maintenir. Voilà, tout ça, ce sont beaucoup d'interrogations et beaucoup de soucis qui viennent s'ajouter à toutes les difficultés que nous avons déjà dans les vallées touchées par la tempête Alex. Où en est le moral de vos administrés avant et après cette annonce ? Le moral des administrés est toujours, on va dire, fragile. Il y a de l'espoir puisque chacun peut se rendre compte que les travaux avancent, notamment sur la route départementale. Grâce à l'action du département, ils avancent vite. Mais c'est vrai que tout cela prend du temps et les habitants, s'ils espèrent, ils peuvent aussi s'impatienter. Et ce type d'annonce, évidemment, ça vient encore rendre le climat plus pesant, plus lourd, donner effectivement l'impression aux citoyens que le retour à la normale va être encore plus long. Et c'est vrai que c'est tout ce dont nous n'avons pas besoin dans un contexte qui est déjà difficile. Sans parler de nos entreprises qui ont été durement touchées par la tempête, qui pour certaines commencent juste à reprendre leur activité et qui de nouveau se retrouvent dans l'obligation de cesser leur activité et avec une grosse incertitude sur la date à laquelle ils pourront reprendre. Donc tout ça rend effectivement une situation difficile, encore plus difficile à vivre pour les habitants. Une dernière question en 2 mots, pardonnez d'ailleurs cette question, mais qui va contrôler le confinement dans les vallées sinistrées ? C'est pas très simple d'accès, toujours aujourd'hui. Il y a des gendarmes évidemment sur place, mais est-ce que finalement c'est pas un problème auquel vous serez confronté de faire appliquer tout simplement le couvre-feu et le confinement ? Je compte sur les services de l'État pour faire appliquer des mesures qui ont été décidées par l'État. Et encore une fois, je demande que ces consignes soient appliquées avec souplesse, localement. Et donc, je compte sur la préfecture pour donner les bonnes consignes aux forces de gendarmerie qui sont sur place pour que, elles évitent qu'il y ait des abus ou qu'il y ait des attitudes qui créent des risques de contamination, mais pour autant qu'ils laissent les habitants des vallées vivre et se reconstruire. Donc voilà, c'est à l'État de répondre sur les moyens qu'il prévoit de mettre en place ou pas pour contrôler de manière plus efficace ce qui va se faire pendant les 4 prochaines semaines dans nos vallées. Merci beaucoup Sébastien Ollaran, maire de Breil-sur-Roya, d'avoir accepté notre invitation sur Azur TV. Merci à vous. Alors on comprendrait évidemment qu'il y ait des exceptions faites pour la reconstruction des vallées, prendre 4 semaines de retard quand on n'a plus de route. Mais en plus, la faisabilité, votre dernière question est très bonne, Nicolas. Comment est-ce que le maire d'une petite commune comme ça va faire vérifier avec quelle force de l'ordre, des gendarmes, tout ça, il n'a pas de police municipale, j'imagine. Donc comment... Donc on a l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Pourtant, le gouvernement a pris son temps pour annoncer tout ça, la montée en puissance, la communication, nous laissait espérer des choses, peut-être pas pour les Alpes-Maritimes, mais des choses un peu dures. Et là, on a l'impression que c'est improvisé. On n'a pas la liste des commerces concernés, on ne sait pas comment les maires vont faire appliquer le respect des nouvelles règles, on ne sait pas non plus comment les gens ont compris ces règles, parce que le maire a raison de le dire, les citoyens que nous sommes, on a du mal à s'y retrouver. 1 heure, toute la journée, 1 kilomètre, 10 kilomètres, on ne comprend plus grand-chose. Avant d'accueillir Valérie Boyer, le reste de l'actualité, parce que il y a quand même des choses qui concernent les autres départements de notre région. C'est vrai qu'on a passé plus de 3 quarts d'heure à évoquer ce confinement, mais c'est un événement majeur. Il y avait une manifestation aujourd'hui dans le Var de plusieurs établissements scolaires qui demandent plus de moyens parce que, ils considèrent que la carte scolaire qui se dessine pour l'année prochaine ne les satisfait pas. Collège Henri Bosco, collège Cousteau ou encore collège Ravel et bien d'autres. Ils étaient de nombreux établissements scolaires du département réunis devant l'inspection académique de Toulon. Leur problème, le manque de moyens qui pour la rentrée 2021 va induire une fermeture des classes pour plus d'élèves dans les établissements. Aujourd'hui, il y a une réunion à l'inspection académique qui est chargée de supprimer ou de créer les postes, mais cette année en l'occurrence, c'est plutôt des suppressions. Et nos collègues se mobilisent aujourd'hui contre ce constat parce qu'on a vu que les chiffres et les effectifs élèves dans le Var augmentent. Donc on a 705 élèves en plus. Et dans le même temps, on réduit nos moyens
on augmente le nombre d'élèves par classe et du coup on va fermer plein de classes alors qu'on a plus d'élèves. Et ça, nos collègues ne le comprennent pas parce qu'en faisant ça, on atteint les conditions d'apprentissage des élèves. Une suppression de 30 postes de professeurs dans le Var qui risque d'avoir de fortes répercussions sur la qualité d'apprentissage des élèves. L'année prochaine particulièrement, la coupe est tellement drastique que quasiment tous les enseignements vont se faire en classe entière. Or, on sait très bien qu'une classe à 35 ou 36 élèves, on n'a pas les mêmes... on ne peut pas consacrer le même temps qu'à une classe à 18. Je sais qu'on a une salle informatique. Il y avait seulement 35 postes, dont le poste professeur. Avec une classe à 36, il faut demander des postes soient installés. En plus, sauf qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place de mettre une table. D'autant plus pour les établissements situés en zone prioritaire, où les inégalités risquent de se creuser encore plus, selon les parents d'élèves inquiets. On est inquiet, on est dans un quartier qui est quand même relativement difficile. Il y a des situations familiales difficiles, des élèves qui n'ont pas la chance d'avoir le soutien des parents, non pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce que les parents ne sont pas à même de leur fournir le soutien pour les soutenir à la maison dans leur travail scolaire, leur éducation. Et on va encore lever les moyens. Donc je ne sais pas ce que veut vraiment le gouvernement pour l'avenir de nos enfants. Voilà. Une situation qui inquiète, c'est pourquoi une fois de plus, syndicats, professeurs et parents d'élèves demandent plus de moyens au ministre de l'Éducation. De son côté, l'inspection académique n'a pas donné suite à nos sollicitations. Vous seriez... Oui, je suis heureux parce que ça fait presque du bien de voir ces bons vieux sujets d'avant la crise, ces revendications, ces sempiternelles... N'attendez pas à ça. Ben si, revendications de l'éducation nationale qui considèrent qu'ils ont toujours pas assez de moyens, trop d'élèves dans les classes, etc. Bon, je vais pas faire le vieux gribou, mais... il y a une autre époque pas si lointaine où il y avait 35-40 élèves par classe et je ne sais pas si l'enseignement était meilleur ou moins bon. Si, je crois qu'il était meilleur en fait. Vous voyez. Donc, mais ça fait du bien, vous voyez, parce que ça c'est la vie aussi d'après qui ne changera pas de celle d'avant. C'est-à-dire que toutes ces revendications, légitimes ou pas, reviendront sur la table. Et le jour où on ne parlera plus que de ça, Nicolas, ça voudra dire qu'on ne parlera plus de la Covid. Je vous avoue que j'ai un peu hâte aussi, quand même. Bonsoir Valérie Boyer, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Alors forcément, on ne peut pas faire autrement que de reparler d'abord de la crise sanitaire et de la gestion de cette crise. Certes, les Bouches-du-Rhône, dont vous êtes élu, le Var, ont échappé à ce confinement, même le week-end, mais dans les Alpes-Maritimes, vous avez peut-être vu dans toute cette émission la stupeur. Globalement, vous, en tant qu'élu de la République, que pensez-vous de cette gestion dans ces dernières heures ? Écoutez, d'abord, je constate qu'il y a un tiers des Français à peu près qui est confiné, qu'on est toujours à un an dans la même situation, à la fois de sidération d'une part, et d'autre part, on est reconfiné. C'est le troisième confinement. Moi, je suis très gênée parce que quand j'entends le gouvernement dire c'est une décision difficile à prendre, moi, je pense que c'est une décision qui est difficile à encaisser. D'autant que je ne comprends pas toujours la logique du confinement, puisqu'on a des informations contradictoires. Et puis surtout qu'il y a deux choses que nous n'avons pas. Nous n'avons toujours pas de lit de réanimation. On en est toujours à 5000 comme au début du confinement, alors que le président de la République avait clamé sous tous les toits que nous étions en guerre et qu'on en aurait 12 000. Il n'y en a pas un de plus depuis. Donc ça, c'est quand même incroyable. Et ensuite, j'ai l'impression qu'on a raté toutes les étapes. On a raté les masques, on a raté les gels, on a raté les tests, on a raté le tracé isolé, repéré. Quant au fiasco de la vaccination, c'est juste incroyable. Les 14 millions de Français vaccinés, on ne les aura pas dans les temps. Or, on a l'impression que seule la vaccination peut nous sortir de cette difficulté. Et surtout, moi, je suis très, très, très inquiète parce qu'on est à 160 milliards de dépenses pour le Covid sans pour autant avoir avancé. Parce que ces 160 milliards n'ont pas été mis sur la santé, sur une réorganisation du système de santé. On n'a pas été capable de mettre des équipes mobiles, on n'a pas été capable de faire un lien plus fort entre le public et le privé.
et surtout ces fameux lits de réanimation qui nous font défaut. Alors, donc, Valérie Boyer, énormément. Je me permets d'intervenir à ce moment-là parce que vous soulevez un point important, à mon avis, celui du lien entre le privé et le public. On a montré sur cette antenne qu'au niveau de la vaccination, il y avait des passerelles. Parfois, dans certaines communes, pas toutes. Mais on a du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui on n'ouvre pas, par exemple, des lits de réanimation dans ces cliniques privées. Je ne crois pas que ce soit le cas. Ah bah écoutez, c'est absolument dingue, mais c'est le cas depuis le début de la pandémie, parce que quand on nous avait fait l'année dernière à la même époque le cinéma des personnes évacuées ou de l'hôpital militaire de 30 lits sur un tarmac dans l'Est, et bien pendant ce temps, les cliniques étaient vides dans l'Est de la France. Alors après, on nous serine sans arrêt en disant oui, mais il faut 12 ans pour former un réanimateur. Certes, mais il ne faut pas 12 ans pour mobiliser des professionnels de santé déjà formés, pour se mobiliser sur une seule pathologie, à savoir la Covid-19 avec tous ses variants, et prendre en charge les patients d'une certaine façon. Donc tout ça me semble incroyable, et je vous avoue que j'aurais jamais pensé que notre système de santé, qu'on pensait le plus performant au monde, en tout cas un des plus coûteux du monde, soit dans l'incapacité de s'adapter au bout d'un an. On n'a pas les lits de réanimation qu'Emmanuel Macron Valérie Boyer. On demande des chiffres, on ne les a pas. Valérie Boyer, bonsoir. Je voulais vous poser deux questions. La première, ce que vous avez dit sur le fiasco vaccinal, qui est un fait, vous l'attribuez à l'Europe, et quelles conclusions en tireriez-vous ? Et puis la deuxième question, elle est peut-être liée aux difficultés qu'on a en France, en dépit du fait qu'on a un beau système de santé. C'est que de la faute du gouvernement et de la politique, ou c'est aussi un problème d'administration et de difficultés de rouage administratif ? Les deux, parce que c'est quand même l'administration de la santé, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et fort. On a des agences régionales de santé qui sont là pour être au plus près des territoires et puis pour pouvoir faire en sorte que le public et le privé fonctionnent correctement, qu'on ne soit pas totalement hospitalo-centré en permanence. Les professionnels de santé font preuve d'une extrêmement bonne volonté. Ils sont mobilisés, ils sont disponibles, ils ont fait preuve de souplesse, d'adaptation. Enfin, il n'y a rien à dire concernant leur engagement. En revanche, sur l'organisation, c'est beaucoup plus complexe. C'est la première chose. Ensuite, au niveau européen, c'est vrai qu'on est passé par l'Europe, dont ce n'est pas la compétence, et on s'aperçoit que d'autres pays ne passent pas que par l'Europe. Quand je pense, franchement, je vous assure, ça m'a fait mal au cœur, quand j'ai lu dans la presse que les Italiens allaient produire le vaccin Sputnik, alors que nous, il est encore dans les épreuves de l'autorisation de mise sur le marché. Et que nous, en France, qui étions quand même parmi les fleurons de l'industrie pharmaceutique, on n'est même pas en capacité d'accompagner la production d'un vaccin qui aurait fait ses preuves. Je suis atterrée par cette lecture et par ces constatations. Et quand le président de la République disait « nous sommes en guerre », etc., la guerre, c'est aussi organiser son industrie. Et l'industrie pharmaceutique, l'industrie de la santé était un fleuron français, et on s'aperçoit que ce n'est plus le cas. Je dirais même que cette crise aura été un choc énorme pour les Français, mais surtout une conscience de notre déclassement sur deux domaines où on pensait être les champions du monde, la culture et la santé. Et on s'aperçoit que la culture a été confinée, je ne parle même pas de l'abomination des Césars, mais qui se tire une balle dans le pied pour l'industrie du cinéma. Mais on ne s'est même pas appuyé sur la culture pour essayer d'accompagner la crise, de sortir de la crise, de faire valoir l'exception française. Mais le système de santé, qu'on pensait performant, le meilleur du monde, etc., a montré, qu'on était incapable de produire un vaccin, et c'est le cas de toute l'Union européenne, et ça c'est assez dramatique, et que deux, on avait des grosses difficultés d'adaptation, de lien entre le public et le privé, et aussi de cette production de lits de réanimation qu'on est incapable de remettre en branle. En une minute, Valérie Boyer, je voulais aborder une dernière question avec vous, parce que le Parlement a examiné la loi sur le séparatisme, un principe des respects de la République, et vous avez affirmé vouloir remettre au cœur du débat la question du voile lors des sorties scolaires. Vous souhaitez qu'on légifère sur cette question ?
Oui, je pense que... Alors, il y a deux choses sur le voile. Il y a le voilement des fillettes, mais qui est de la maltraitance, parce qu'on ne peut pas séparer le monde entre les femmes pudiques et impudiques et puis apprendre ça aux petites filles. C'est contraire au principe d'égalité, de fraternité et de liberté. Et puis, il y a aussi le fait que je pense que l'école hors les murs doit avoir les mêmes règles que l'école dans les murs, et c'est-à-dire que les signes politiques, philosophiques ou religieux ou d'inégalité entre les hommes et les femmes n'ont pas leur place. C'est-à-dire que les règles qui s'appliquent dans l'école doivent s'appliquer dans l'école hors les murs, hors les sorties scolaires. C'est l'école hors les murs. Merci beaucoup Valérie Boyer d'avoir accepté notre invitation ce soir, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Il est 19h28. Alors, ça fait 3 semaines. C'est vendredi. Ouais, mais on ne va pas avoir le temps, encore une fois, de partir à l'autre bout du monde. On devait partir au Sri Lanka. Alors vous savez ce qu'on va faire, parce qu'on reporte à chaque fois de semaine en semaine. On va le diffuser lundi, en espérant qu'il n'y ait pas la malédiction du lundi après la malédiction du vendredi. Mais voilà, on est pris par le temps. Donc Claudia Olivier nous excuse. Ses fidèles téléspectateurs et téléspectatrices aussi. Rendez-vous lundi soir, c'est une promesse. À suivre sur Azur TV. Les Sharks, évidemment, qui affrontent les Béliers de Quimper à partir de 19h40. Prise d'antenne 19h40 sur Azur TV. Pour les autres, c'est les programmes habituels sur le Var et les Bouches-du-Rhône. Merci à tous. Merci à vous, merci Eric. Beaucoup, Nicolas. Bon week-end confiné. Tout à fait. Merci à Théo. Moi, j'habite dans le Var, donc ça va. Merci à Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Mickaël Fernandez, Fabrice Justo, Philippe Caudet, Stéphanie Mossman et tous nos journalistes dans nos 3 rédactions. Bonne soirée et à lundi.